Bon matin tout le monde, c'est vendredi et qu'est-ce que je vous avais promis? Je vous avais promis le bonbon de la semaine, donc je vous avais promis la lecture de ma toute dernière histoire méditative. Et je vais te dire aussi pourquoi je l'avais composée, parce que ça aussi c'est important. Donc avant même de te dire tout ça, je vais juste aussi partager en fait le lien du direct ce matin également sur ma page Facebook pro pour qu'on ait beaucoup de gens avec nous ce matin. Puis aussi pour encourager les gens qui sont sur la page, qui peut-être ne sont pas sur le groupe, de venir nous rejoindre, puis peut-être qu'ils vont aimer faire l'expérience qu'on a eue cette semaine, n'est-ce pas, qui était fort agréable. Alors laisse-moi quelques instants pendant que je puisse copier ce lien-là, et voilà, chose à la fois. Alors pendant ce temps-là, ça vous laisse le temps de me joindre, ceux et celles qui, comme moi, sont quand même matinales. En plus, le soleil ces temps-ci se lève quand même plus tôt. Et étonnamment, je me rends compte que mon corps est de plus en plus aligné avec le cycle du soleil. Alors, donc, c'est partagé sur ma page, un petit moment. Alors, allô à la personne qui est là. Si tu as le goût de te manifester, me dire qui tu es, ça me fait plaisir. Faire des petits cœurs, des petits thumbs up, parce que là, ce matin, vous allez recevoir le bonbon de la semaine. Alors, laissez-moi juste revenir à mon groupe. Voilà, comme ça. Un petit dernier. Et voilà. Donc. Alors, je suis toute rendue. C'est bon. Donc, maintenant, s'il y en a qui veulent me jaser, là, je vais pouvoir voir les commentaires rentrer directement là, sur Facebook, puisque je suis sur mon ordinateur en même temps que sur mon cell. Comme je dis, pour une raison obscure, ça ne paraît pas sur mon cell. Alors, je t'explique. Ce matin, pour ceux et celles qui jamais étaient en fait, parce que l'année passée, j'étais plus active sur la page Facebook de la Renarde et à chaque semaine, en fait, j'écrivais ou bien un texte méditatif hypnotique ou une histoire méditative hypnotique et j'en faisais la lecture à chaque, pas mal à chaque vendredi aussi, donc une fois par semaine. Pour t'expliquer un peu qu'est-ce que ça fait, ces textes-là ou ces histoires-là, surtout au niveau des histoires, en fait, parce que les textes, c'est un petit peu plus court, mais les histoires méditatives hypnotiques. Donc déjà, je suis pas mal certaine que tu as déjà lu bien une histoire métaphorique ou une histoire tout court, puis tu sais sentir que cette histoire-là là, était écrite pour toi. Allô, ma belle Denise, j'espère que tu vas bien. Bon matin, merci de te joindre à moi pour la lecture de l'histoire. Alors, comme j'expliquais, donc, l'histoire, tu sais, qu'on sent qu'elle est vraiment pour nous. C'est comme, ah, puis on ne sait pas pourquoi, on sent qu'on est transformé après avoir lu une histoire. Moi, ça m'arrive souvent, là, des livres, là, puis pas mal à chacun des livres, en fait. À chacun des livres que je lis, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme en moi, puis j'ai goût de changer, tu sais, j'ai le goût d'être une meilleure version de moi-même. Ben, sans savoir, en fait, quand on fait la lecture d'un livre, ou même des fois quand on écoute un film dans lequel on est super absorbé, on est en train, d'une certaine façon, de vivre un état de conscience modifié. Et dans ces états-là, le cerveau, on va être un petit peu plus poreux et plus va accepter des suggestions qui lui font du bien, hein, vraiment, parce que s'il y a des suggestions qu'il n'a pas envie de prendre, ben, le cerveau, il va les écarter tout simplement. Mais s'il y a des choses, fait comme ah, ça me parle ça, ah, ça me fait du bien. Et là, on va se laisser transformer par tout ça. Donc, une histoire méditative, hypnotique, tu vas me dire, ben voyons, ben là, si déjà une histoire, c'est un peu comme ça, toi, qu'est-ce que tu ajoutes de plus? Moi, à l'intérieur de l'histoire, il y a une technique d'hypnose aussi. Ce qui veut dire, quand que tu reçois l'histoire, quand que je te la lis et que tu te mets toute dispose et dispo pour la recevoir, eh bien, tu vis en même temps une technique d'hypnose. Ce qui veut dire que juste le simple fait de recevoir la lecture, tu peux toi-même, un peu comme le personnage, vivre tout ce qu'il est en train de vivre, mais avec un peu de recul parce que, tu sais, le personnage, il va avoir euh, ben, il va vivre en fait ses moments, il va avoir un décor, il va avoir tout autour de lui, il va vivre ses émotions. Ça ne veut pas dire que pour toi, ça va être les mêmes. En fait, cette histoire-là va juste t'amener à ouvrir un peu comme un espace à l'intérieur de toi pour vivre l'histoire à ta façon, mais en étant inspiré de l'histoire que tu es en train d'entendre. Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi, mais pour l'avoir lu il n'y a pas si longtemps, à, parce que là, je l'ai lu à 2 reprises jusqu'à maintenant.
Je l'ai lu, en fait, cette histoire-là que je te lis ce matin a été composée pour le programme La précieuse quête de Karine Larocque qui a fondé Simplement Humain. C'est une ex-psychologue qui maintenant est conférencière et qui fait des formations justement pour aider les gens, soit dans leur estime de soi, parce que cette formation-là, c'était l'estime de soi, la confiance en soi, puis apprendre plein de choses. Bref, c'est c'est un amour de personne, cette femme-là, qui donne beaucoup de son expertise, en fait, pour aider les gens là, à juste s'habiter un peu plus, à juste s'aimer un peu plus. Je trouve ça fantastique. Puis elle m'a offert d'écrire une histoire par module de sa dernière formation, La précieuse quête de l'estime de soi. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce qu'elle fait, et d'ajouter, en fait, cette perspective-là, d'ajouter aussi un peu de moi, tu sais, de ce talent-là, parce que là, je le nomme de plus en plus. Avant, c'était comme moi, hein, j'écris. Mais là, oui, c'est un certain talent. Donc, ce talent-là que je peux mettre à profit pour d'autres personnes, alors j'ai dit oui. J'ai dit oui. Puis en plus, j'ai avoué à Karen il n'y a pas si longtemps que c'est comme si, parce que moi, quand j'étais toute petite, je voulais devenir chanteuse. La prochaine Céline Dion, rien de moins. Puis là, j'ai comme eu l'impression qu'elle m'a offert une scène sur laquelle, là, il y avait les gens qui étaient tout oui pour écouter cette histoire-là. Donc, dans son groupe, qui sont à peu près une soixantaine. Et il y a des gens qui ont vécu des belles choses, j'ai eu des beaux partages, des émotions qui ont été comme juste déterrées, puis après libérées, des liens qui se sont faits avec des histoires du passé, avec des blessures anciennes. Bref, ça a été beau. Ça a été beau d'être témoin, en fait, de ces moments-là, puis de ces partages-là. Et moi, j'ai envie de te livrer ça ce matin aussi. Alors, ben écoute, installe-toi. Là, Denise qui est là avec moi en ce moment, ma belle Denise, installe-toi. Et pour ceux qui reprennent le tout en rediffusion, eh bien, je vous invite à la suite de l'histoire, si vous avez envie de me laisser votre commentaire, vos partages, ou ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Je serais vraiment très intéressée de le savoir parce que si je le fais, ben c'est pour vous. Puis ça me fait tellement plaisir de vous offrir ça. Puis c'est comme mon âme après de voir comment ça vous a transformé. Parce que cette histoire-là, le coup que je la lis, là, est à vous. Elle vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est un cadeau. Alors, je vous offre cette histoire-là ce matin. Alors, installez-vous bien, parce que les gens sont quand on reçoit ça, c'est une histoire méditative, hey, c'est pas plus compliqué. Hein? Quand tu lis une histoire, tu t'installes confortablement, tu vas prendre peut-être un coussin, une couverture, tu vas te mettre dans un espace tranquille, ça va être la même chose. Puis si tu as le goût, ben en fait, tu peux garder les yeux ouverts parce que quand que je lis l'histoire, en fait, je mets quand même beaucoup d'émotions dans mon visage. Donc des fois, ça peut amplifier l'expérience de voir comme l'émotion qui me traverse. Puis en même temps, quand on est en train de fixer un écran aussi, tu sais, veux pas, à un moment donné, en fixant le visage qui te parle derrière, ça commence à devenir un peu plus flou, puis tout l'espace autour de toi devient plus flou, puis ça peut créer ce cocon-là pour recevoir l'histoire. Ou bien tu peux fermer les yeux, puis vraiment la recevoir d'une autre manière à l'intérieur, puis la vivre de cette façon-là, de l'intérieur. Alors, je te laisse quelques petites secondes pour t'installer pendant que je rouvre le document. Et voilà. Alors, prends un petit moment, juste arrive. Et dis-toi que ce matin, les passages et les mots qui vont particulièrement t'interpeller, c'est ce qui va être important de recevoir ce matin. Fais confiance à l'histoire. Fais confiance à la part de toi qui sait exactement quoi écouter puis quoi entendre. Fais confiance qu'elle va amener ça au bon endroit pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose de bien qui se passe pour toi ce matin. Peut-être que ça va se passer un petit peu plus tard dans la journée. Peut-être que même que ça va continuer, tu sais, à processer tout ça durant le week-end. Juste faire confiance. Confiance aux mots. Confiance à l'histoire. Alors, l'histoire s'intitule L'oiseau du diable. Evelyne tient la cage à bout de bras, avec un air presque dégoûté et inhospitalier. Quelque chose dans le regard de ce volatile la rend drôlement inconfortable, comme s'il pouvait sonder son âme. Sensible à ce qu'elle dégage, l'oiseau gris cendre se cale au fond de son refuge en métal en se tordant la tête dans les moindres directions possibles, comme pour évaluer sous tous les angles l'étrangère hostile qui le dévisage. Ton oiseau me fout la trouille. Ah, il a l'air tout droit sorti du film L'Exorciste avec sa tête qui se tord presque 360 degrés, avoue Evelyne à Vicky,
son amie de toujours, dont la bouche n'avait cessé d'enfiler les consignes particulières pour prendre soin de son bébé. Vicky quitte tout le week-end pour le congrès annuel canadien des pédiatres qui, cette année, se tient à Toronto. Étant sa plus proche amie, Evelyne était l'option évidente et facile pour prendre soin de son tout nouveau perroquet gris d'Afrique. Ton chat arrive à faire la même chose, puis il n'est pas pour autant une créature du diable. Tu sais, ça va te faire de la compagnie sympathique là, pour le week-end. Tu vas voir, le Speaker, là, il est fort divertissant, défend Vicky. Speaker? Tu l'as appelé Speaker? Oui, comme haut-parleur ou parleur. Les perroquets gris d'Afrique, ils sont des parleurs par excellence. Hein, ils arrivent même à enregistrer des milliers de mots puis à imiter les voix. J'en croyais pas mes oreilles quand l'autre jour, il imitait la voix de ma mère qui était passée pour me porter les délicieux pâtés à la dinde que j'adore. Ah, génial! En plus de devoir supporter son regard intimidant, je devrais aussi supporter ses pâles imitations, se plaint Evelyne, qui ponctue sa remarque d'une moue renfermée. Je sais pas quelle mouche t'a piqué dernièrement, Ève, mais tu ronchonnes à tout ce qu'on te dit. Tu sais, j'ai jamais osé te le dire, là, mais j'ai toujours senti que tu portais quelque chose de lourd en toi. Ces derniers temps, là, c'est comme x10. Peut-être que tu devrais faire comme tes clients puis aller consulter un psy toi aussi. Ou goûter à ta propre médecine de thérapie par l'histoire. Ève a un talent, celui d'écrire. Depuis toute petite, elle écrit des poèmes, des chansons, des histoires, des citations. L'écriture a toujours été sa thérapie, celle qui lui permettait de coucher quelques-unes de ses émotions sur papier. Mais depuis un moment, elle écrit rarement pour elle, elle le fait pour les autres. Il y a quelques années, Evelyne s'est nichée dans son domaine en combinant la psychothérapie à son amour de l'écriture et créant un service unique de thérapie par l'histoire. La liste d'attente pour obtenir un rendez-vous et une histoire thérapeutique de la célèbre psychologue Evelyne Ménard est longue, mais on dit que l'attente en vaut la chandelle. À la question de Vicky, Evelyne répond « Ah, tu sais, Vic, dans mon domaine, on est souvent cordonnier mal chaussé. Hey, j'encourage les gens à me parler de leurs émotions alors que je suis incapable de parler des miennes. Eh, ça, je le sais, Ève. J'ai beau être ta meilleure amie, j'arrive toujours pas à te tirer les verres du nez. Tu vas peut-être trouver étrange ce que je vais te dire, mais ton choix de carrière m'a toujours surpris. Comme si d'écouter les autres te parler de leurs émotions, ça t'évite de devoir parler des tiennes. » Un silence malaisant s'installe. Vicky regarde par la fenêtre le taxi qui l'attend depuis 10 minutes déjà. Bon, Ève, écoute, on parlera de tout ça à mon retour si tu veux. Tu sais que tu peux te confier à moi, hein, mais là, je dois vraiment filer. Sinon, là, avec Speaker, là, fais donc preuve d'un peu d'ouverture. Je suis convaincue que vous apprendrez à vous apprivoiser et même à vous apprécier. Vicky embrasse son amie sur la joue, la remercie, dévale les escaliers de la porte d'entrée et s'engouffre dans le taxi. Evelyne décroche la plante suspendue au plafond entre la cuisine et la salle à manger pour y suspendre la cage de la bête qui, réputée pour être un fin parleur, n'avait pas encore émis un son. Elle sent toutefois le besoin de mettre 4 cartes sur table avec l'oiseau. « OK, Speaker. De toute évidence, là, on ne s'apprécie pas tellement. Hein? Alors, rendons-nous la vie facile. Tu vas être nourri, puis tout le tralala, là, mais je vais éviter de te parler, puis j'apprécierais que tu fasses la même chose. Ça te convient? » En guise de réponse, Speaker hérisse les plumes autour de son cou et se penche comme pour la charger. « Oh, on est de mauvaise plume, l'oiseau, » dit alors Evelyne en s'éloignant en reculant de la cage. Elle n'avait pas encore compris à cet instant que l'oiseau n'était en fait que le reflet d'elle-même. Evelyne se dirige donc à la cuisine pour se faire à dîner et satisfaire son envie de croissant poulet pesto. Elle ouvre la porte du frigo, récupère le poulet cuit de la veille et cherche le pesto qu'elle ne trouve pas. De toute évidence, elle avait fait un oubli majeur lors de sa dernière course. Comme un automatisme, sa bouche éjecte alors des mots culpabilisants à voix haute. « T'es vraiment idiote, Evelyne! » Puis, l'inattendu se produit. « Tu es vraiment idiote, Evelyne? » L'écho de sa propre voix, de ses propres mots lui sont renvoyés. Speaker l'imitateur vient d'entrer en scène. Evelyne s'approche de la cage avec animosité et confronte la satanée bête à plumes. « Comment oses-tu me parler de la sorte? » « Comment oses-tu me parler de la sorte? » répète alors Speaker.
En une fraction de seconde, Evelyne ne se possède plus. Elle sent toute sa bonté et sa gentillesse s'évaporer pour faire place à une horde de fourmis enragées qui, du creux de son ventre, sont propulsées à ses mains. Elle saisit violemment la cage, se met à la secouer, oui, dis-je, de manière hystérique en hurlant « Je ne veux plus t'entendre !» La rage d'Evelyne n'est plus dans ses mains. Elle coule aussi le long de ses joues. Pendant ce temps, l'oiseau tente bien que mal de survivre à cet excès de colère en battant frénétiquement des ailes. Quelque part à l'intérieur, Evelyne sent le brin de raison qui lui reste, assister à cette incontrôlable éruption de colère sans pouvoir rien y faire. En vrai, elle sait que c'est son cerveau limbique, le cerveau des émotions, qui a pris le dessus de son néocortex. Malheureusement, à ce stade, la raison ne peut plus rien. Le seul moyen est de plonger au cœur du limbique, au cœur de son émotion, pour aller à la source. C'est à ce moment que Speaker répète « Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus t'entendre. » Evelyne est saisie. Il avait bel et bien répété les mêmes mots qu'elle avait dit, mais cette voix était loin d'être la sienne. Speaker avait plutôt emprunté une voix masculine et autoritaire. Evelyne sait qu'elle connaît cette voix. Du moins, elle sait qu'une part d'elle l'avait reconnue, cette voix. « Je ne veux plus t'entendre », répète encore Speaker de cette voix qui semble sortie tout droit du passé. Evelyne porte subitement les mains à son visage pour calmer le torrent de larmes qui chute à ses pieds. C'est alors qu'une bouffée d'humiliation nauséabonde la fait dégringoler en elle jusqu'au fond de ses tripes, là où elle entend à nouveau la voix qui dit « Tu es vraiment idiote de croire que tu peux quitter la classe comme ça. Va t'asseoir à ta place et je ne veux plus t'entendre. » À cet instant, derrière ses paupières fermées, Evelyne voit en accéléré un film d'Evelyne, 8 ans. Evelyne, 8 ans, est dans la cour de récréation. C'est l'hiver. Jonathan, un garçon qui s'en prend toujours à elle pour aucune raison, lui fait un croc en jambe. Elle tombe, tête première sur la glace. Elle se lève étourdie. Elle a la nausée. Elle se sent vraiment pas bien. Elle ne le sait pas, mais elle fait une commotion cérébrale. Elle se rend au secrétariat pour téléphoner à sa mère. Sa mère lui dit qu'elle est au travail et qu'elle ne peut pas venir la chercher. Elle propose d'aller chez grand-maman qui habite la rue devant l'école et qu'en raccrochant, elle va l'appeler pour la prévenir. Evelyne, 8 ans, raccroche le téléphone et monte à sa classe. Tous les élèves sont assis à leur pupitre. Daniel, le professeur, est debout devant son bureau. Elle dit « Monsieur Daniel, je me sens pas bien. Je dois quitter la classe. » Le regard de Daniel, le professeur, devient noir. Aussi noir que la moustache qui coiffe sa lèvre supérieure. Il répond ces mots qu'elle entendit plus tôt dans ses tripes. « T'es vraiment idiote de croire que tu peux quitter la classe comme ça. Va t'asseoir à ta place et je veux plus t'entendre. » Les derniers mots, « je ne veux plus t'entendre », font écho à Evelyne. Un écho qui l'assomme. C'est alors qu'elle sent le poids insupportable du regard des 20 élèves qui assistent à la scène. Elle retourne à sa place, la tête basse et la honte au ventre. Elle ignore à ce moment que cet événement qui se fige en elle va la façonner pour la vie. Elle grandira avec la croyance que ce qu'elle ressent n'a aucune valeur, qu'il vaut mieux le taire pour que personne ne l'entende. Elle aura particulièrement de la difficulté à exprimer ses émotions, surtout en présence d'une figure masculine autoritaire. Dans sa tête tournera en boucle un discours interne rabaissant et culpabilisant qui bousillera son estime d'elle-même. Soudainement, quelque chose d'étrange se produit en Evelyne. Comme si quelqu'un avait changé la bobine du film pour en proposer une version alternative. Elle est assise à son pupitre, avec qu'une chose en mire, Daniel. La rage fait place à la honte et la fait bondir de sa chaise pour atterrir devant lui, adulte. Étant égale à l'homme devant elle, elle déverse. « Espèce de sale ordure! T'avais pas le droit! T'étais mon professeur, un adulte qui aurait dû prendre soin de moi. Me dire à un enfant qu'elle est idiote d'avoir mal, que ce qu'elle ressent, c'est idiot. Lui dire en plus de manière détournée de taire ce qu'elle ressent, c'est dégueulasse. J'avais besoin d'être entendue. J'avais besoin d'être entendue! » répète alors une voix externe. Evelyne se sent alors tirée vers la surface, vers un corps qu'elle n'habitait plus. Ses paupières s'ouvrent comme une toile devant une fenêtre qui se déroule trop vite. Elle réalise qu'elle n'avait pas seulement imaginé dire tout ça dans sa tête, elle l'avait dit à voix haute. Ses ongles avaient creusé les paumes de ses mains. Son visage était devenu de la lame bouillante.
Le souffle lui manquait. La rage n'était plus une émotion. Evelyne était la rage. Un tintement métallique se fait alors entendre. Evelyne lève le regard vers la cage de l'oiseau. C'est Speaker qui picore la porte de sa cage de son bec. Au même instant, elle ressent de douces petites secousses dans sa poitrine qui s'arrêtent mystérieusement au même moment que Speaker cesse de picorer le métal. Mais qu'est-ce qui... Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase que Speaker se remet à picorer la porte de sa cage et que les douces secousses reprennent dans sa poitrine. Étonnée, Evelyne demande à Speaker. Mais pourquoi tu fais ça? Tu veux sortir? Veux sortir, veux sortir, veux sortir, répète l'oiseau. Evelyne tend la main vers la porte de la cage, soulève le verrou, ouvre la porte et recule. Speaker se présente à l'ouverture, remue ses ailes puis s'envole pour atterrir sur son épaule gauche. Il glisse le long de son bras qu'elle n'a nul autre choix de tendre pour que Speaker s'y perche. Arrivé à son poignet, l'oiseau force de son bec les doigts toujours recroquevillés d'Evelyne à se déployer pour exposer la paume. C'est là que l'impossible se produit. Alors que Speaker picore gentiment la paume de la main d'Evelyne, les douces secousses dans sa poitrine reprennent jusqu'à ce qu'il se marie au battement de son cœur. De la même manière qu'elle a ouvert la porte de la cage de Speaker, Evelyne sent les douces secousses ouvrir son cœur et libérer quelque chose rempli de bienveillance, d'amour et de légèreté. Elle ferme à nouveau les paupières comme pour voir dans l'intérieur quelle est cette étrange mais ô combien agréable sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps et qu'elle ne peut pas identifier pour le moment. L'arrière des paupières d'Evelyne deviennent alors des écrans sur lesquels se projettent des teintes de rose qui ondulent et flottent dans un ciel étoilé. Une aurore boréale, s'étonne Evelyne. Puis, c'est le ciel étoilé qui devient un écran sur lequel l'aurore boréale se met à créer des images en mouvement. Un film, en fait, qui de plus en plus se précise, auquel Evelyne assiste. Elle est adulte, toujours devant son professeur. Elle vient de lui balancer ce qu'elle avait besoin de lui dire. Mais elle s'attendait à tout sauf à cette réaction de son professeur. Il pleure. Et plus il pleure, plus il rajeunit, jusqu'à devenir enfant à son tour. Elle ne comprend pas pourquoi elle est attendrie devant ce Daniel qui pleure à chaudes larmes jusqu'à ce qu'elle ressente à nouveau de douces petites secousses dans sa poitrine. « Ouvre ton cœur! Ouvre ton cœur! Ouvre ton cœur! » répète une voix qui semble à des lieux d'où elle se trouve. Elle ne sait pas trop comment ouvrir son cœur, mais elle n'a qu'une envie, serrer cet enfant en larmes dans ses bras, ce qu'elle s'exécute à faire. Tous deux se retrouvent alors baignés de roses, de l'aurore boréale qui se met à former à nouveau des images de plus en plus précises derrière les paupières fermées de l'Evelyne qui serre l'enfant dans ses bras. Elle voit petit Daniel, 7 ans, en larmes, le genou éraflé et ensanglanté, devant une femme aux traits durs qui lui crie « Un homme, Daniel, là, quand ça a mal, ça ravale ses larmes et ça se tait. Sèche tes yeux immédiatement puis que je t'entende plus. » Evelyne comprend alors. Elle comprend alors qu'il était impossible à Daniel adulte de lui donner le réconfort dont elle aurait eu besoin étant enfant, puisqu'il portait en lui un enfant qu'on avait refusé de réconforter, parce qu'il était né du sexe masculin. Soudainement, Evelyne se sent aspirée en hauteur, une hauteur qui lui permet une vue d'ensemble du film de la vie de Daniel et du sien. Les pièces de puzzle se mettent en place. Elle comprend que Daniel est le personnage qui l'éveille à sa mission de vie, que tout était prévu. Daniel devait se faire dire par sa mère de taire ce qu'il ressentait pour, un jour, le lui dire à elle, afin qu'elle développe une sensibilité à ce que les autres ressentent et qu'elle couche sur papier ce que elle ressent, et ainsi développer un talent d'écriture. Ces deux éléments la pousseront à devenir psychologue et à créer un service de thérapie par l'histoire qui aidera des centaines de gens à aller à la rencontre d'eux-mêmes et de ce qu'ils ressentent. Émue, Evelyne défait doucement l'étreinte, éloigne Daniel l'enfant et relève de son index droit son visage bouffi par les larmes pour que leur regard se trouve. Avec l'impression d'avoir une aurore boréale rose dans les yeux, elle lui dit « Je te pardonne. Merci. » « Je te pardonne, merci. Je te pardonne, merci. Je te pardonne, merci. » répète une voix extérieure qui tire Evelyne de son rêve éveillé.
Evelyne ouvre les paupières. Speaker la fixe d'un drôle d'air. Probablement aussi drôle que la tête qu'elle doit avoir en ce moment. Elle ne sait pas comment tout ça a pu se passer, mais ça s'est passé et elle se sent légère, libérée et maintenant elle sait. Dimanche, 18h30. Vicky sonne à la porte. Evelyne lui ouvre. Elle s'attendait à tout sauf trouver Speaker sur l'épaule d'Evelyne. Eh ben, on dirait que toi et mon oiseau du diable avez trouvé le moyen de vous entendre. Ah, si tu savais, Vicky, il est loin d'être un oiseau du diable, répond Evelyne. C'est un oiseau du ciel. Ah ben, je demande pas mieux de savoir ce qui s'est passé, Ève. Allez, entre, je te raconte devant un café, tant qu'on n'aura pas tes oreilles. Alors, prends quelques instants. Juste laisser les mots se déposer, un à la fois, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors demande-toi qu'est-ce qu'il y a de bon pour toi dans tout ça. Demande-toi comment ça va permettre d'ouvrir des choses durant la journée, durant le week-end. Tu sais, ces mots qui, à leur façon, vont venir comme défaire des nœuds, comme des boules de fil tout enlacées ensemble. Alors, je ne sais pas trop dans quel état tu es en ce moment. Si tu as les yeux fermés, peu à peu, tu vas comme revenir de cette histoire, revenir ici maintenant. Et si tu avais toujours les yeux ouverts, eh bien, là, je prends un moment pour te regarder. Te remercier d'avoir été là, d'avoir reçu cette histoire.